Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement où tous nous voulons lutter contre le réchauffement climatique. Nous avons même suivi qu'en Europe, le Parlement européen a fait voter une disposition qui va interdire la circulation des voitures à moteur thermique d'ici 2035. Mais lorsqu'on va interdire la circulation de ces véhicules, c'est qu'on va les remplacer par des véhicules électriques. Et peut-être vous ne le savez pas, l'opportunité de trouver des solutions à ça se trouve en République démocratique du Congo. C'est ici où nous avons le lithium, c'est ici où nous avons le cobalt, c'est ici où nous avons le nickel, c'est ici où nous avons les manganèses. Une étude a été menée par Bloomberg. Aujourd'hui, on parle de la chaîne des valeurs pour la production des batteries. On l'associe à nos minéraux critiques ou stratégiques. Et ici en RDC, l'opportunité aujourd'hui, c'est qu'il est très rare de trouver toutes les composantes pour la réussite. On a parlé du changement climatique, on a parlé de la transition énergétique pour revenir au domaine de l'énergie. Aujourd'hui, en RDC, vous avez non seulement les minerais stratégiques pour opérer cette transition énergétique, mais aussi pour adresser les questions concernant le changement climatique. Et ça, c'est une question opportune aujourd'hui, parce que nous sommes tous engagés pour réduire la hausse de température du monde entier et nous avons des objectifs qui sont liés au temps. Autant d'exemples que l'on peut donner. Sur le plan de l'agriculture, aujourd'hui, nous importons pour près de 3 milliards de dollars par an de produits essentiels, du riz, du sucre, des farines, etc., etc. Tous des produits pour lesquels nous devrions être des exportateurs nets dans le monde. C'est lié à la question des infrastructures, c'est lié à la question de l'énergie, c'est lié à la question de l'entrepreneuriat, du savoir-faire, pour transformer tout ce potentiel et transformer notre pays en puissance exportatrice. Voilà les grands défis que nous avons. Et nous mettons chaque jour en place, dans le cadre du dialogue que nous avons avec le secteur privé, nous mettons chaque jour en place un cadre qui permet d'accélérer ces investissements et permettre de transformer les choses. Je crois que Eurise doit être dans la salle, d'après ce que j'ai pu lire. Eurise est un exemple qui a pris ce risque en tant qu'entrepreneur pionnier dans le secteur agro-industriel, dans la transformation, dans les zones économiques spéciales, parce qu'il sait que le vrai potentiel est ici chez nous, aussi bien en termes de marché intérieur qu'en termes de potentiel d'exportation, notamment pour le bois qu'on peut transformer. Et donc, c'est ce type de risque que nous voulons, un risque pris par un groupe qui a fait ses preuves ailleurs. Et je voudrais dire ici que la République démocratique du Congo rencontre le même problème que la plupart des pays africains. C'est le financement de ces infrastructures. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons une opportunité, nous avons l'occasion de faire la rencontre entre, en quelque sorte, la demande et l'offre. La demande, nous avons besoin d'infrastructures, routes, ponts, chemins de fer. Et je rappelle ici une phrase désormais devenue célèbre d'un explorateur du pays, Stanley, qui disait que sans le chemin de fer, la République démocratique du Congo ne vaut pas un penny. Il voulait faire allusion à l'immensité de notre espace national et le fait que s'il n'y a pas une interconnectivité dans ce pays, eh ben, aucun développement n'est possible. En réalité, on sait quelles sont leurs origines. Mais ce qu'on note, on note que les investissements les plus colossaux sont orientés dans le pays exportateur de l'insécurité en RDC. On est curieux de voir cela. Comment le pays qui est la cause de la guerre en République démocratique du Congo
devient-il, aux yeux du monde, des partenaires économiques et publics extérieurs, le pays le plus attractif, alors que les ressources qui sont observées dans ces différents pays viennent de la République démocratique du Congo. Investissez en République démocratique du Congo, les pays d'origine de ces ressources. Et vous allez vous rendre compte très rapidement que vous n'avez pas besoin des investissements marginaux dans les pays qui n'ont pas de ressources, mais qui mènent la guerre des rapines en République démocratique du Congo. Venez en RDC.
So you can imagine, Peter, the opportunity available for UK companies in Africa. In fact, that 17% population will double in the next 30 years. A quarter of the world population will be African. So we want to see that we help or bring prosperity to this continent, but more important, that prosperity is also prosperity for us. So we don't want Africa to be on the menu, we want Africa to be on the table. East African heritage. So you can see we may have some vested interest to support East Africa and DRC in particular. In fact, huge opportunity in agriculture. The Congolese culture is agriculture. 60% of Congolese work in agriculture. And we can import as much as 200, even 300 tons a day of agriculture products. Currently, we do 140 tons a week from Kenya. We do 10 tons, just started with Rwanda. And we want to build the bridges. We currently have direct flight, London, Kigali, London, 7 days a week. In November, we'll have direct flight, London, Entebbe, London, 7 days a week. And in mining, in infrastructure development, in manufacturing, industrialization, I can give you an example of industrialization. We are building 5 industrial parks in Uganda to support manufacturing for the Ugandan economy. And of course, telecommunication, information technology, and not to forget financial services. If you look at our share of trade between us and Africa, not long ago was 30%. Today, Peter, is less than 4%. In fact, some of the largest UK companies left Africa. We want them to come back. Londro, Molam, Barclays Bank, British Airways, you name it. In fact, Barclays were here for 100 years, and they were left Africa. Now we're encouraging, supporting those companies to come back. And smaller companies, medium-sized companies to grow and develop with the potential that they have for investment in Africa. And I'm glad to say there's some political will, finally, for that to happen. I won't say too much. There are many speakers here today. And of course, we have one of the largest contracts we'll be doing tomorrow, the Westminster Group, signing a contract worth 140 million. We have Global Gases, another UK company, wanting to invest £150 million. So we have made a start, but there's a long way to go. So I want to thank you all for joining us today. And I look forward to working with you all to make this mission a success for you and the future of UK-DRC economic relationship. Thank you. We can't wait for tomorrow's historic signing, another milestone. Fantastic that we're doing this here with Lord Popper and HMTC, and of course both ambassadors in being present as well. I'm going to go straight on now. I know that we're trying to make up for time, to our amazing Trade Commissioner for Africa, who since being appointed, I think in 2022, you must have covered a lot of the continent by now. Please give a warm welcome to His Majesty's Trade Commissioner for Africa, an entire Africa brief. This, I think, is only the second country you've joined us on one of these missions, so it's a great privilege that you've chosen Kinshasa to be your next stop. Thank you so much for doing that. Please welcome John Humphrey. Thank you very much, Atom. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, thank you so much for your presence here today. I'm not going to speak very long because we are trying to make up for some time, but also many of the things I think the Ambassador and Lord Popper have already said. But I think I just wanted to, I suppose, add a little bit of my own perspective. This is my first visit to DRC, and I've come with quite as well as the sort of all of the companies that have come, actually quite a sizable Department for Business and Trade team as well. So for all of us, this is very much a first visit here and a chance to really get to understand the market and what the opportunities are. And I come from a sort of business background. I'm not a career diplomat or a career civil servant. I've worked most of my career in the tech industry. And I always say that business starts when you get out from behind your desk and you go to meet people and you connect with people. So I think all I want out of this trip, for me personally, is to learn about the marketplace and be able to understand and to guide and to highlight the opportunities and to guide businesses to be successful.
But I think what I want most of all is the connections to happen between the people here in this room and for us to find some concrete examples of things to do that we can actually deliver. And I think, you know, business, like everything else, is a question of momentum. And I think if we can... Need the sound to go down a little bit? Oh, did it? Yeah, just echoing. If people can still hear me in the room, then maybe that's a little bit easier if I just move it away. We need concrete projects, things to deliver, things that we can make a reality, and those are the things that then will set the ball rolling and encourage other people to come. And I think that, generally speaking, across the continent, the level of investment coming into Africa is nowhere near what's required. And this has been highlighted by my colleagues already. It's really mobilizing private capital that's going to make the difference. The wall of private capital compared to the size of all of the DFI money put together is just immeasurably different. And I think that's what we're about here. So thank you. This has actually been, and it's not just a one-off event, it's actually a series of events that have been building over the last couple of years in terms of our sort of extension into the Francophonie. And very much you can start to feel that now. So I'm very excited to be here. I'm very excited for what the outcomes might be. I'm very excited for the rest of the day. So thank you very much. Thank you. Most important countries in Africa, the most important country in the Francophonie sphere, and we're really pleased that we have so many British alongside Ambassador King. Please welcome our ambassador to the UK. Your Excellencies, distinguished ministers of the Government of the Democratic Republic of the Congo, Lord Popat, I really don't have much to say after what my sister, Ambassador Alison King, said. The only thing I want to add is, as we say in Lingala, Mbote, Buyei Bolamu. The other thing I want to add also, you could have been victim of. We are doing our best to rectify that. Le président de la République m'avait confié 4 missions essentielles. La toute première, défendre les intérêts politiques de la RDC. La diaspora s'investissent et investissent au pays. L'événement d'aujourd'hui fait partie de nos efforts pour réaliser cette mission que le chef d'État nous a confiée. En octobre dernier, on a organisé à Londres un forum de pays francophones et du Royaume-Uni sur le commerce et les investissements. Une des décisions de ce forum était justement d'organiser ce genre de mission. Cette mission est historique. On n'a jamais eu une délégation aussi importante par le nombre, par la qualité des sociétés, par la diversité des domaines d'intérêt. C'est heureux que nous ayons cette haute délégation ministérielle qui est ici. Après les présentations générales, il y aura surtout des discussions bilatérales. Les personnes intéressées dans un secteur donné discuteront avec ces investisseurs. Donc ce n'est plus le moment de faire de vœux pieux, c'est le moment d'apporter des projets concrets et bancables qui ont besoin d'investissement. La présence aujourd'hui de UK Export Finance, qui est la branche financière du gouvernement britannique, signifie beaucoup. Ça signifie qu'il n'y aura pas de promesses d'investissement, il y aura des engagements à investir. Je vous remercie. Teams, absolutely extraordinary teams. Thank you very much for that. And your amazing team, Lord Popper of Oliver and John, we have worked with your team for years and years. One of the most exciting things that I think, one of the most exciting investments on the entire not one of them, the most exciting investment on the entire African continent is Arise. When we walk into a country with Arise, every door opens immediately. It's quite extraordinary. And what you offer, adding value to primary processes within agriculture, which is the demand of every government in sub-Saharan Africa, doing the EPZs as you've done them in various countries, the amazing work that you've done in Gabon and in Togo and in Benin and in other Francophonie countries. This is really quite an extraordinary
all-encompassing, multi-business idea, multi-platform idea that really resonates with governments at the highest level. I'm really pleased that you're here to join us today. And please give a warm welcome to Roman. I ought to have said, we do have it. I should have checked myself. Can I ask the following set of speakers to speak more slowly, just so that our interpreters, our amazing interpreters, can cover. But please welcome, sorry, it's a bit too late for this panel. But please welcome the amazing Roman and this extraordinary company that are doing transformative work in Africa in terms of attracting manufacturing when it's needed the most and giving that value addition to primary processes. Please welcome. Messieurs les membres du gouvernement de la République démocratique du Congo, Your Excellencies, all protocols observed. So my name is Romain Daniel, and I'm the country head for ARISE, IIP, Integrated Industrial Platforms. So first of all, thank you to the UK government for having us today. Thank you for DMA, Adam, and all the team. We are very pleased to be here and to share the little experience that we have here in DRC as investors, as a private sector investor in the infrastructure sector. So first of all, our company, is in more than 10 countries today, operating only in Africa, from West Africa to Central, and now DRC expanding towards the East. But we have 3 platforms, industrial platforms that are already operational, Gabon, Togo, and Benin, where we do transformation of raw material that used to be exported without any value addition or any transformation. So in Gabon today, we do timber transformation, we do plywood, we do sawnwood, we even value the wood waste, and are the second, Gabon became the second producer of plywood in Africa thanks to our platform. In Benin, for example, we do cotton transformation, and this year only we will have garments made out of Benin. Last year they used to export all the cotton being transformed in Asia, now it's being transformed in Benin. Same thing for soya and cashew, for example, in Togo. So we also do infrastructure projects. In Gabon, we did 2 ports, one mineral port and one cargo port. We did the San Pedro port as well, and Nouakchott container port. So the idea for us is to go also in other sectors that are connected to those industrial platforms and make sure that we have efficient logistics for the investors that come inside the SEZ. Here in DRC, we have 3 major projects. The first one is the Kinmalebo SEZ. So it's an industrial park, 500 hectares, that is located 40 kilometers away from Kinshasa. So the idea for us is to give turnkey solutions to investors who will come, settle their factories, and only focus on production. So this is what we aim to do. So we'll provide the land, provide the energy, provide the water, make sure that the waste is managed, and also that the logistics is efficient and is available for those industries. So for this reason, the second projects we're doing is we have showed our interest to the government, and we are in advance. We are actually finalizing the concession contract to rehabilitate the Kinshasa-Matadi railway corridor, which is not operational as of today. So we think there's a strong connection with the special economic zone. We'll be able to bring the goods and also to export for those who will want to export much more easily and more efficiently. And the third project we're doing is the mineral SEZ in Lualaba region, thanks to the support of the Minister of Industry, which is here, where we aim also to provide the necessary environment for DRC to grow up the value chain and transform its critical minerals for the electric vehicle battery value chain. And other industries as well, of course, in the mining, but EV battery is the initial focus. So for this, we have been selected by Afreximbank, and we just completed the pre-feasibility report for this zone, and we aim to start construction this year itself. In terms of impact, of course, those industrial parks have a huge impact on reducing the level of importation, creating jobs locally. We think that in the Kinshasa SEZ, for example, 5,000 jobs will be created, direct jobs will be created in the next 5 years, and maybe twice in terms of indirect jobs. So in order to achieve
those different projects. We have had great support from the government. It's true that not everything is easy, but when we have necessary support and that the vision is here, you will be able to implement the different projects. So as a company that is now operating here, we'd be more than happy also to exchange with those willing to come and settle in the DRC, share our experience, and give all the advice that we can humbly give as private investors here in DRC. So thank you once again. And I hope that you'll have great discussion during those 2 days. Thank you. Are you with us for much of the day today? Can we hope to organise some? There you go. You've got a chance to meet these distinguished panel during the course of today. It's got to be one of the most senior panels with the Prime Minister's Envoy and with HMTC and with Arise and both ambassadors. What an extraordinary panel. I'm going to hand over now to the DRC MC, who's going to take it forward from here. We're really pleased. I'd forgotten to say that we have all arms of the British government here. We have the Department for Business and Trade. We have, as you mentioned, Ambassador UK Export Finance, and we have, of course, the Foreign Office through you, Ambassador King. We've got an extraordinary amount of engagement with HMG here, and we really want to make it work. Looking forward to your signing tomorrow, Peter, alongside the press conference, and looking forward to hearing from everyone else today as well. Would you please give a very warm thank you, round of appreciation to the panel. Thank you. Yes, please. And David. David Burton. Sorry? Huh? Oh, right. Okay, sorry, we have a keynote now. I'm going to hand over to the MC to continue. Thank you. Merci beaucoup à tous les intervenants de tout à l'heure. Nous allons à présent débuter avec la cérémonie d'ouverture. Et je rappelle qu'il y a des traducteurs au roulement de notre activité. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement de la République démocratique du Congo, Monsieur l'envoyé commercial de la République démocratique du Congo au Royaume-Uni, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tout protocole observé. Du Rotana Hotel de Kinshasa, où nous assistons à la cérémonie d'ouverture qui sera faite par son Excellence Monsieur Jean-Lucien Boussa Tongwa, Monsieur le ministre de l'Industrie. 4 mots de son Excellence, Monsieur le ministre. Mesdames et messieurs, vous comprendrez que nous attendons l'arrivée de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances. Mais en attendant, nous poursuivons avec notre activité. Mesdames et messieurs, distingués invités, le programme étant ainsi énoncé, j'ai l'insigne honneur d'inviter au lutrin son Excellence Monsieur Olivier Mwenze, ministre des Ressources hydrauliques de la République démocratique du Congo, qui va prendre le lutrin à droite. Can I? Okay. Yeah. Monsieur l'envoyé commercial du Premier ministre du Royaume-Uni, Monsieur le sénateur et envoyé commercial du Premier ministre britannique pour la République démocratique du Congo,
Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise et représentants des secteurs publics et privés britanniques et congolais, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs. Mesdames et Messieurs, c'est avec grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui la mission économique d'investissement du Royaume-Uni en République démocratique du Congo. Cette rencontre est d'une importance capitale pour la relance des accords commerciaux entre le Royaume-Uni et la République démocratique du Congo, en particulier dans le secteur des ressources hydrauliques et de l'électricité, qui est sous ma responsabilité. Je ne pourrais débuter ce propos sans exprimer ma gratitude envers son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui m'a confié l'ultime mission de diriger ce secteur. Ensuite, saluer le management de son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde, sous lequel le gouvernement a œuvré pendant 3 ans. Permettez-moi également de saluer du haut de cette chaire la nomination de Madame Judith Soumimoa en qualité de Première ministre, chef du gouvernement de la République, à qui je souhaite un fructueux mandat. La République démocratique du Congo regorge dans son sous-sol, des ressources naturelles très importantes. Et son sol possède une capacité agricole extraordinaire. Tout ceci offre un vaste potentiel économique capable de soutenir le développement minier et agro-industriel du pays, mais aussi de l'Afrique. Ce potentiel a du mal à être développé par manque des infrastructures adéquates pour soutenir sa mise en œuvre, dont l'électricité est une substance primaire au développement minier, agro-industriel et industriel d'une manière générale pour notre pays. Malgré son énorme potentiel hydroélectrique, estimé à plus de 100 gigawatts, dont 44 gigawatts pour le site d'Inga seulement, qui est encore largement inexploité, seulement 3%, l'accès à l'électricité en République démocratique du Congo est encore très limité, avec un pourcentage très faible de la population qui en bénéficie. Le secteur de l'électricité de la République démocratique du Congo est confronté à des défis majeurs, notamment la faible capacité de production ainsi que la vétusté des infrastructures de production et de transport de l'électricité. Mesdames et Messieurs, en vue de relever ces défis dans ce secteur et de le rendre compétitif, la loi 14/011 du 17 juin 2014 consacrant la libéralisation du secteur de l'électricité a été promulguée, ouvrant ainsi le secteur aux investisseurs privés dans le seul but de permettre l'exploitation du potentiel énergétique que regorge la RDC, en les invitant à investir dans un partenariat gagnant-gagnant dans la réhabilitation et la construction des infrastructures énergétiques. Cette loi de libéralisation ainsi que ses mesures d'application ont permis au pays de voir naître 2 établissements publics pour l'implémentation de la vision qui a milité en sa faveur, à savoir l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques et milieux rural et périurbain, en sigle ANSER, ainsi que l'Autorité de régulation du secteur de l'électricité, en sigle ARE. C'est dans cet élan de libéralisation et avec la venue progressive des opérateurs privés dans ce secteur
dont le monopole n'était réservé qu'à l'État, que mon ministère s'est donné comme devoir de proposer la mise sur pied d'un schéma directeur du secteur de l'électricité afin de procéder à l'électrification ordonnée dans le respect des droits et des devoirs des uns et des autres, et ce, sur base des objectifs spécifiques ci-après. Premièrement, développer le projet de la centrale hydroélectrique du site d'Inga. Deuxièmement, développer de nouvelles sources de production électrique, y compris des énergies renouvelables, en maximisant bien sûr la production hydroélectrique, car celle-ci est la moins chère. Troisièmement, électrifier toute l'étendue du territoire et interconnecter toutes les sources de production à travers un réseau de transport électrique national. Quatrièmement, réhabiliter les infrastructures existantes de production, transport et de distribution de l'électricité. Et enfin, atteindre le taux universel de l'électrification à l'horizon 2035. Ainsi, nous avons identifié plusieurs projets d'envergure dans le domaine de l'énergie qui entrent dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur, tels que la construction et la réhabilitation des centrales hydroélectriques, la modernisation du réseau électrique et le développement des énergies renouvelables. Ces projets offrent des opportunités d'investissement lucratives et durables et contribueront par voie de conséquence à répondre aux besoins croissants en énergie dans notre pays. Je reste donc convaincu que des partenariats solides et des investissements mixtes peuvent contribuer de manière significative à la mise en valeur de ces ressources et à la diversification de notre système énergétique. Mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais donc vous convier à profiter de votre présence pour explorer les opportunités d'investissement dans le secteur de l'énergie en RDC, où le besoin de construction des centrales hydroélectriques, la construction des lignes de transport et de réseaux de distribution, et aussi des centres d'adduction d'eau potable pour nos populations demeure une priorité sacro-sainte pour le développement de notre pays. Et je reste convaincu que ce forum économique marquera le début d'une coopération fructueuse et mutuelle bénéfique entre le Royaume-Uni et la République démocratique du Congo. Que vive la coopération entre la RDC et le Royaume-Uni. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Excellence, Monsieur le Ministre. À présent, Mesdames et Messieurs, j'invite très rapidement, avant que Son Excellence le Ministre de Paluku, Ministre de l'Industrie de la République démocratique du Congo. Alors, bonjour à tout le monde. Je voudrais commencer par souhaiter la bienvenue à la délégation britannique. Là, je vois M. Lord Popat, que j'ai rencontré plusieurs fois à Londres. Et nous avons parlé suffisamment de la manière dont la RDC et le Royaume-Uni doivent tisser des relations de partenariat gagnant-gagnant. Parce que la RDC, c'est une image. La RDC, c'est une destination. La RDC, c'est une opportunité. Et la RDC, c'est une solution. Et donc, je voudrais, avec l'aval de mes collègues, dire à toute la délégation britannique qui est arrivée ici que nous sommes très heureux que pour la première fois, nous ayons une si grande délégation britannique.
parce qu'à l'époque, il s'observait comme une frontière entre la République démocratique du Congo et le Royaume-Uni, une frontière peut-être liée sur la langue. Mais maintenant que les traducteurs sont arrivés, je crois qu'il n'y a plus de frontières. Nous pouvons nous entendre facilement, les uns en parlant en français, et ceux qui écoutent l'anglais en train de bien suivre comme vous le suivez maintenant. Donc je crois que la frontière est rompue à partir de ce moment et que la RDC et la Grande-Bretagne peuvent commencer à faire les affaires ensemble. J'ai dit que la RDC, c'est une image. Cette image a souvent été mal vendue. La perception de la RDC à l'extérieur est très mauvaise. Nous avons donc le défi de la réputation à sauvegarder. Et je voudrais commencer par là pour rassurer tous les partenaires venus de la Grande-Bretagne que la RDC que vous lisez sur Internet n'est pas celle où vous êtes arrivés aujourd'hui. Parce qu'il y en a qui sont ici à Kinshasa et qui pensaient qu'il ne se passera pas une seule nuit sans qu'il y ait un coup de balle. Mais parce que c'est ça l'image qu'on a toujours vendue à l'extérieur. Je voudrais donc vous rassurer que la RDC, c'est une terre qui a fait des avancées sur beaucoup de plans. Un, sur le plan politique. Nous sommes l'un des rares pays en Afrique avec un 4e cycle électoral organisé. Et donc ça, c'est un élément important pour les investisseurs, la stabilité politique. Nous sommes un pays où la régularité au niveau électoral est observée, où il n'y a pas de présidents qui ont 30 ans, qui ont 40 ans de pouvoir, où c'est des présidents qui se succèdent tous les 5 ans. Et donc cet élément-là, j'ai voulu commencer par là, pour vous rassurer que la stabilité politique est un facteur important pour les investissements. Le deuxième élément important pour l'attraction des investissements, c'est le cadre légal. Vous voulez être rassuré, et je pense que le directeur général de l'ANAPI va revenir abondamment sur ça. Le cadre légal, l'environnement juridique vous est garanti. Nous avons beaucoup de lois qui ne sont pas connues, qui ont été votées par le Parlement pour rassurer les investissements. Je vais vous en citer quelques-unes. La loi sur le partenariat public-privé. Donc déjà, au niveau de la RDC, les régimes entre les partenariats qui doivent s'établir dans ces pays est déjà défini dans la loi. Donc n'hésitez pas à venir en disant, est-ce que nos investissements seront sécurisés juridiquement? Oui, ils le seront juridiquement. Le ministre des Ressources hydrauliques vient par exemple de vous dire qu'il y a une loi sur la libéralisation de l'électricité. Si vous êtes dans le secteur de l'électricité, la loi vous protège. Vous investissez et au regard de la loi, vous n'avez pas à perdre parce que vous serez sécurisé juridiquement. C'est des éléments petits comme ça, que peut-être beaucoup ne connaissent pas, mais qui constituent des préalables à tout investisseur. La stabilité politique, la sécurité juridique des investissements. Et donc sur les deux points, vous avez des assurances. La RDC est une opportunité. Le ministre du Commerce extérieur va y revenir. Lorsque vous voyez les volumes des importations de notre pays, ces volumes se chiffrent chaque année à près de 7 milliards de dollars. Ça veut dire quoi en termes simples? Ça veut dire si nous avons des investisseurs qui arrivent en RDC, ils ont un marché intérieur qui est déjà existant. Si nous savons importer pour 7 milliards, ça veut dire si vous vous installez en RDC, vous allez capter ces 7 milliards. Je donne l'exemple du secteur de l'agro-industrie. Dans l'agro-industrie, nous importons pour près de 3 milliards de dollars. Ça veut dire si vous êtes investisseur, vous venez vous installer en RDC, dans le secteur de l'agro-industrie, donc vous avez 3 milliards de marchés à capter. Et donc c'est des petits indicateurs comme ça que je ne vais pas revenir dans les textes. J'ai voulu vous parler en des termes simples et clairs pour que vous compreniez que la meilleure destination en Afrique en matière d'investissement, c'est la République démocratique du Congo. Ce n'est pas ailleurs. D'abord parce que, nous avons une population de 100 millions de consommateurs. Si vous investissez ici et que vous gagnez seulement $1 sur un produit
que vous produisez, permettez la tautologie, et que les 100 millions consomment votre produit, vous avez 100 millions de dollars ou de livres que vous gagnez par an. Et je ne vois pas s'il y a un pays où vous aurez un tel type de bénéfice, si ce n'est pas la République démocratique du Congo. Donc, c'est des éléments comme ça que je partage avec vous pour vous dire, le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, n'a cessé de dire à travers le monde que la meilleure destination en matière d'investissement s'appelle la République démocratique du Congo. Je vais citer par des autres éléments ou des secteurs clés dans lesquels la RDC voudrait attirer les investissements. C'est le secteur des zones économiques spéciales. La RDC a fait voter par le Parlement une loi sur les zones économiques spéciales qui sont des espaces à l'intérieur desquels les investisseurs fonctionnent presque avec 0 francs, 0 dollars, 0 livres sterling de paiement de frais, ni de douane, ni d'importation, ni de quoi. Si vous vous installez dans une zone économique spéciale, vous avez comme entreprise 5 ans d'exonération des impôts et taxes, renouvelables une fois, ça vous fait 10 ans. Mais si vous êtes un aménageur de la zone économique spéciale, donc vous venez développer une zone comme investisseur, votre propre zone, vous avez 10 ans d'exonération, renouvelable une fois, et ça vous fait 20 ans au total. Congolaise. C'est des informations que peut-être beaucoup de gens n'ont pas, ce qui fait qu'on continue à fuir la RDC, croyant que ce n'est pas une terre d'attraction. Un grand plan qui est chiffré à 58 milliards de dollars, mais chacun peut choisir la composante sur laquelle il peut accéder à ces investissements et il va se retrouver qu'il n'y aura plus un autre pays où il va désormais investir si ce n'est la République démocratique du Congo. Bienvenue. Le ministre. Mesdames et messieurs, distingués invités, à présent, je vous invite à suivre les orientations de son ministre du Commerce extérieur de la République démocratique du Congo. Monsieur le Sénateur, je saisis cette heureuse opportunité pour souhaiter, au nom du gouvernement de la République, la cordiale bienvenue en République démocratique du Congo à toute la délégation britannique et saisir en même temps l'opportunité pour féliciter tous ceux qui ont activement contribué à l'organisation des présentes assises. Je voudrais également saluer les organisateurs de ces forums d'affaires ainsi que l'ensemble des délégués de la République démocratique du Congo qui ont œuvré de concert avec l'équipe britannique pour assurer le succès des présentes assises. Mon propos de séjour s'articule autour de 2 axes. Tout d'abord, une brève description, des relations économiques et commerciales entre nos 2 pays. Ensuite, un aperçu des potentialités économiques lesquelles constituent des opportunités d'affaires pour les investisseurs ici présents. Mes collègues ainsi que tous les intervenants qui ont du reste précédé, pour certains, et qui vont se succéder pour les autres, vous éclaireront davantage sur les différents projets d'affaires élaborés dans leurs ministères et secteurs respectifs, ainsi que l'appui gouvernemental accordé aux investisseurs, et vous présenteront des points focaux pour des rencontres B2G. Mesdames et messieurs, l'objectif de la mission britannique est de renforcer les relations économiques et de créer des partenariats entre les entreprises britanniques multisectorielles des premiers plans et les secteurs tant publics que privés de la République démocratique du Congo. Selon les informations en notre possession, la délégation britannique, conduite par Lord Dola-Popat, est composée de 26 entreprises actives dans de nombreux secteurs à forte croissance, notamment la télécommunication, les services financiers, l'exploitation minière, l'agriculture et les infrastructures, la technologie de l'information, ainsi que dans les plateformes des zones de production. Déjà, lors du 2e forum
sur le commerce et l'investissement en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, qui s'est tenu le 17 et 18 octobre 2023 à Londres, le Premier ministre britannique a exprimé le souhait de renforcer les liens économiques entre nos deux pays, avec pour objectif la promotion de la croissance économique, la création d'emplois et la promotion du développement durable, tant en République démocratique du Congo qu'au Royaume-Uni. Il a souligné son enthousiasme à l'idée de continuer à renforcer ces relations pour libérer les potentiels de la RDC et travailler ensemble sur des intérêts communs, notre coopération évoluant en régime sous-optimal. Il est certes vrai, les capitaux britanniques sont bien présents en République démocratique du Congo. Cependant, la présence de tous ces investisseurs indique aujourd'hui une réelle volonté du gouvernement britannique de concrétiser ses vœux, ainsi que de son secteur privé, d'étendre le portefeuille des projets au-delà du domaine couvert actuellement. Mesdames et messieurs, dans le domaine des échanges commerciaux, le volume de commerce entre nos deux pays est évalué à un peu moins de 100 millions de dollars américains seulement, ce qui n'est pas énorme, mais démontre le potentiel existant qu'il convient d'exploiter aujourd'hui pour booster nos deux économies et notre niveau de commerce en volume, en valeur et en diversité des biens exportables ou importables. Puisque notre mission, votre mission voulais-je dire, a pour ambition d'encourager l'augmentation du volume des investissements entre la Grande-Bretagne et la République démocratique du Congo, notre souhait est de saisir cette occasion pour vous informer que la liste des secteurs potentiels pouvant intéresser la Grande-Bretagne est loin d'être exhaustive et peut tourner principalement autour des domaines suivants en adéquation avec les entrepreneurs investisseurs ici présents. 1. L'agriculture et l'agro-industrie, le bois, les infrastructures, l'énergie, les services financiers, les secteurs sociaux, logements, écoles, hôpitaux, la pêche, la transformation numérique, la transition énergétique, ainsi que les mines. Comme vous allez bien vous rendre compte, cette rencontre est une rencontre, passez-moi la tautologie, entre opportunité et capacité. Opportunité dont dispose la République démocratique du Congo, capacité technique et financière dont dispose la Grande-Bretagne. Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo est un pays organisé, avec des institutions démocratiques, un leadership affirmé, avec une vision de développement très claire. La RDC a un environnement des affaires sécurisé. Ça sera développé par notre éminent DG de l'ANAPI qui va prendre tout à l'heure la parole au niveau de panel. C'est une économie restructurée, dynamique et résiliente, malgré les chocs adverses qui ont frappé l'économie mondiale. C'est un scandale géologique, c'est vrai, agricole, forestier et géographique. Il faudrait arrêter de parler du scandale pour parler véritablement des actions d'investissement concrètes pour le développement du pays et la réduction de la pauvreté. C'est aussi une agriculture dont les perspectives de performance ne sont pas à négliger, avec plusieurs projets porteurs qui seront également présentés au cours de ces assises. C'est également des ressources énergétiques disponibles, abondantes et de qualité. On l'a indiqué tout à l'heure. C'est une volonté politique affirmée, je l'ai dit, de renforcer la transformation structurelle de l'économie, ainsi que la transformation industrielle qui en découle, celle des produits agricoles, l'investissement dans la réalisation d'infrastructures économiques essentielles. Nous l'avons aussi indiqué. La République démocratique du Congo, ce sont aussi des ressources humaines, plus de 100 millions d'habitants, mais dont la majorité de jeunes, plus de 65%. C'est aussi un vaste marché au cœur de l'Afrique, 9 pays voisins. Et donc c'est un marché interconnecté de plus de 250 millions de consommateurs. Ce n'est pas rien. Investir au Congo,
c'est aussi vendre ses produits à ces marchés-là, s'adresser à ces vastes marchés. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le noter, la République démocratique du Congo est ouverte à une véritable coopération économique et commerciale dans un esprit gagnant-gagnant. Il y a à faire en République démocratique du Congo. Il y a à gagner mutuellement en République démocratique du Congo. En effet, toutes les richesses du sol et du sous-sol congolais qui vous seront présentées au cours de ces assises par différents intervenants constituent autant d'opportunités d'affaires qui peuvent être explorées dans le cadre du développement des relations économiques entre nos deux pays. La rencontre entre les hommes et femmes d'affaires britanniques, les hommes et femmes d'affaires congolais, qui aura lieu tout à l'heure dans le cadre des rencontres B2B et autres, vous permettront d'identifier des secteurs porteurs, des projets qui intéressent les uns et les autres et qui appellent à des investissements directs étrangers britanniques. C'est pourquoi les principaux acteurs concernés ici présents se focaliseront sur le développement des partenariats proactifs et mutuellement avantageux. Les rencontres qui auront lieu tout à l'heure, ainsi que les échanges d'informations à travers un mécanisme approuvé, approprié plutôt, devront assurer la pérennité de ces partenariats, ce qui constituera les gages du succès des retombées de ces assises. À tout prendre, la République démocratique du Congo reste entièrement disposée à recevoir davantage des investissements britanniques qui sont prêts à s'y installer dans le secteur de leur choix. Et la Grande-Bretagne a intérêt à coopérer économiquement et commercialement avec la République démocratique du Congo, qui dispose de ressources immenses, qui n'attendent que d'être transformées pour les biens de deux pays, mais aussi pour les biens du monde. Ainsi dit, je déclare ouvert les forums économiques RDC-Royaume-Uni. Je vous remercie. Et par la même occasion, je remercie tous les ministres qui ont intervenu. Mesdames et messieurs, le protocole va à présent vous inviter. Dans ce temps, j'invite leurs excellences à rejoindre leurs différentes places. Along the most powerful river in Africa lies the second largest rainforest in the world. You will travel from north to south, from east to west, where livestock and herbal land create a perfect balance. A Garden of Eden will offer you a rare and diverse wildlife. Our mission is to train and educate our young in industrial trade. A key player in the region. Nigeria, Rwanda, the Republic of Congo, Chad, Sierra Leone. Today we strive to unleash Africa's full industrial potential. With increasing access to technology, financial and mobile services, Congo is open to global markets like never before. The population, young, dynamic and creative, will charm you with its talent and originality. And this transformation is not a transformation happening here now. Today, at the dawn of the first peaceful political transition in our history, we invite you to discover and invest in this country, the size of a continent. Because we have so much to offer, together, let's build the DRC. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons à présent débuter avec à rejoindre l'UTRA, Monsieur David Burton, directeur du secteur agricole agriculture Afrique, DBT, qui fera office de modérateur pour le panel. Whilst
coming up, I'll just introduce myself again. My name is David Burton. I work for the UK Department of Business and Trade. I represent the sector of agriculture, which of course is the most important sector. Have you eaten today? Thank a farmer. I'm gonna, gentlemen, welcome. Thank you so much. I'm going to ask a few difficult questions, gentlemen, if I may. The presentations we heard and the videos were very impressive, and they give a very strong message about the opportunities in the DRC. And we are very, very pleased to the strong commitment of the 28, I believe, not 26, 28 UK companies who have turned up here. But can I be frank? I have the privilege of covering all of Africa, and I've been to 25 African countries in the last 3 years. I've heard very similar speeches in every country I've been to. Yes? So, hydropower? Sir, why the DRC compared to your neighbours? Why should we be working here, please? And forgive my impertinence with a question. Thank you very much. Once again, I would like to welcome the UK delegation. Welcome as well to Madam Ambassador that I've had the pleasure to meet before, and as well as all the companies, the 28 or 29 companies that are present here today. The question is very interesting, but the answer is also very simple. We, in DRC today, we have a lot of issues that we can tackle, not only for the DRC, for Africa, but for the world as well. As you may know, we have strategic minerals in the DRC. These strategic minerals are essential for the energy transition. We talk about cobalt, we talk about lithium, we talk about so many other minerals. And we are also very rich in terms of our forests, which means that it brings DRC today at the center of the energetic transition and the climate change transition that we're talking about. If you want these strategic minerals, you have to come and invest in DRC. If you want DRC or the forests of DRC to continue playing the role of decarbonizing the world's pollution, we have to invest in DRC, especially in the energy sector, so that we preserve these forests. So I guess in terms of energy, I said it, if we don't invest in energy in DRC, we will have a large amount of our population that has not yet have access to energy, that will continue to put pressure on our forests. So it's important that we get on board with the climate change issues, give electricity to the Congolese population, not only for clean cooking, for warming themselves, but also to create jobs, hence development, so that they stop putting pressure on our forests. And that is one of the main reasons that we put today Congo at the center, not only of Africa, but of the world. So that's why we need to invest in DRC. Thank you. Thank you very much. I think that was a very interesting answer. I'm very struck by the phrase, decarbonising the world's pollution. Thank you, yes, very interesting. I'd like to maybe dive into that a bit more. But I'd like to please, we've been also joined on stage now by the Minister of Finance. So if I can ask you please to introduce yourself. I'd like also then to ask you the same question.
Why DRC? Why not somewhere else, if I may? Do you have... For you, please, yes. Thank you so much. Come to him next. Thank you so much. Yes, I would like to announce that our colleague from infrastructure is also there. Pas la RDC, pour des raisons très simples. C'est que les enjeux mondiaux actuels trouvent leur réponse en RDC. Et en même temps, la RDC a besoin d'un développement structuré pour réduire les risques qu'elle encourt sur tous les plans, sur le plan politique, économique, social, etc. Et donc la combinaison des intérêts mutuels entre le pays lui-même et le reste du monde fait que ce serait une erreur monumentale de passer à côté de la RDC. La RDC, par le hasard de l'histoire, est au cœur de l'Afrique, qui est aujourd'hui le continent le plus dynamique sur le plan démographique, et c'est aussi le continent qui détient le plus de réserves en termes de potentiel agricole, de potentiel minier et même énergétique. Et la RDC est au cœur de tous ces enjeux, sans oublier bien entendu la question des forêts et donc du climat. Et donc si nous voulons préserver les forêts dans l'intérêt de l'humanité tout entière, nous devons offrir aux Congolais une alternative de développement durable, de développement ordonné, et c'est ce que nous voulons dans ce partenariat nouveau, qu'il soit au niveau public ou au niveau du secteur privé. Et nous savons également que le secteur public n'a pas et aura de moins en moins la capacité de donner toutes les réponses par rapport aux attentes économiques, qu'il s'agisse des infrastructures, qu'il s'agisse de l'alimentation, qu'il s'agisse même des questions sociales. Et donc, il est crucial que nous puissions bâtir un environnement où le secteur privé peut venir jouer pleinement son rôle, parce que c'est par le secteur privé, par la diversification de l'économie, que nous pourrons créer les milliers et les millions d'emplois dont nous avons besoin pour stabiliser ce pays économiquement et socialement, pour occuper notre jeunesse qui est nombreuse, qui est vigoureuse, qui est impatiente. Donc nous avons toutes les raisons de faire en RDC, parce qu'il y a très peu de pays au monde aujourd'hui qui offrent un potentiel, une possibilité de développer, de créer de la richesse comme la République démocratique du Congo. Bien entendu, il y a le défi de la gouvernance, il y a le défi des normes, mais ça, c'est quelque chose qui se travaille. Et au moment où nous parlons, le pays est engagé comme jamais auparavant dans la voie de relever tous ces défis. La grande difficulté, c'est que nous avons passé presque 30 ans, un peu moins de 30 ans, où nous avons subi une guerre qui n'a fait qu'accélérer la destruction de notre corps social, de notre corps politique, pour des raisons d'ailleurs qui n'étaient pas justifiées. Et aujourd'hui, nous sommes clairement en train de reconstruire ce corps social, ce corps politique, de reconstruire ces institutions, cette démocratie, cet état de droit. Et cela saute aux yeux de tout le monde, en dépit du fait que c'est un processus qui, en nature, est long et difficile. Mais il n'y a aucun doute que nous sommes résolument engagés dans la bonne direction, sur tous les plans, sur le plan démocratique, sur le plan économique. Et donc, c'est le moment plus que jamais de miser sur la RDC. Je crois qu'il y a ici des financiers, des hommes d'affaires, des investisseurs. Ils savent qu'en cette matière, on recommande d'acheter en bourse lorsque les cours sont bas. On n'achète pas quand les cours sont au plus haut. Et donc, c'est le moment d'investir en République démocratique du Congo parce que les premiers venus auront les meilleures positions. Il n'y a pas une seule raison qui nous permette de regarder à côté de la RDC. Comme je viens de le dire, la RDC symbolise les défis de l'Afrique. L'Afrique est aujourd'hui l'avenir de l'humanité sur le plan démographique et sur le plan des ressources. Et on ne peut pas se passer de travailler en République démocratique du Congo pour le bien de l'Afrique, certainement, mais aussi pour le bien de l'humanité. Merci.
Thank you very much. Some points I'd like to come back to. We've also been joined on stage by the Minister of Infrastructure, correct? Welcome. I'd like to ask you to introduce yourself, please, sir. And also I'd like to put a question to you. I've had the privilege of being in DRC for all of 24 hours now, so I consider myself an expert. And I've heard two words constantly. The first one is potential, and the second one is challenge. So my question is, how do we overcome the challenges to fulfill the potential? We Oh, microphone. No, the microphone, sir. Pas français. Yeah, sorry, D'abord, un grand bonjour à tous. Et je renouvelle la bienvenue à la délégation anglaise. Bien. Au travers de votre question, vous voulez savoir comment transformer le potentiel de la République démocratique du Congo, je dirais en véritable richesse. Yes, please. Oui. C'est surtout comment transformer les défis en opportunités, potentiel. Oui. Transformer les défis en potentiel. Oui, pour essayer de donner une réponse à cette question, tous les défis de la RDC sont des opportunités d'investissement. Les déficits infrastructurels vous démontrent comment la RDC a besoin des investissements en infrastructure. Le déficit énergétique, qui est un défi, démontre comment vous avez une opportunité en tant qu'investisseur de venir dans ce secteur. C'est aussi cela. Ces défis apparaissent à court terme comme des contraintes, mais c'est des vraies opportunités de business. Le niveau des échanges entre la RDC et la Grande-Bretagne, 100 millions de dollars seulement, ça vous montre un écart de rattrapage très important. Et cet écart de rattrapage doit être considéré comme une opportunité de business dans tous les domaines, aussi bien agro-industriels, énergétiques et autres. Donc, pour ma part, et je pense que les défis doivent être vus non pas comme des contraintes, mais comme des vraies opportunités d'investissement. Et on peut même aller plus loin, s'agissant des infrastructures, qui est le principal défi économique du pays, sur le plan de l'économie réelle. Nous sommes conscients, comme je l'ai dit tout à l'heure, des limitations du secteur public à régler tous ces problèmes, à financer. Nous avons une loi qui facilite les gros investissements de plus d'1 milliard, en impliquant le secteur privé à travers des concessions. Et donc tout est fait justement pour faciliter la mobilisation de ce grand secteur privé pour relever le défi des infrastructures. Je vais vous donner quelques exemples. Récemment, on a appris qu'il y avait un accord signé pour le corridor Kolwezi-Dilolo, qui est un élément extrêmement important. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes environ à 2 500 000 tonnes de cuivre produits par an. Dans quelques années, dans 5 ans, on aura doublé ce montant. On sera à 5 millions de tonnes de cuivre par an. On ne pourra pas les sortir par les voies actuelles. Et même Kolwezi-Dilolo sera insignifiant, sera insuffisant. Et donc, il faut développer des voies alternatives pour anticiper sur cette demande pour exporter les minerais. Et lorsqu'on entrera dans la transformation plus intensive de ces minerais localement, la première conséquence, c'est l'énergie.
l'énergie, il faut la développer. Nous avons une loi, une politique énergétique qui prévoit de développer au minimum 300 mégawatts supplémentaires par an. Nous ne sommes pas capables de le faire aujourd'hui. Il faut de gros investissements privés et ces investissements sont les bienvenus. Nous avons fait INGA 1 et INGA 2 sur une base purement publique, étatique. Aujourd'hui, à partir de INGA 3 et au-delà, cela ne pourra se faire qu'avec une implication du grand secteur privé. Autant d'opportunités qui vont donner une autre dimension au pays et qui feront que si on réussit ces investissements, plus personne n'aura intérêt à déstabiliser ce pays, que ce soit l'Est et pour le reste du monde. Autant d'exemples que l'on peut donner sur le plan de l'agriculture. Aujourd'hui, nous importons pour près de 3 milliards de dollars par an de produits essentiels, du riz, du sucre, des farines, etc., etc. Tous des produits pour lesquels nous devrions être des exportateurs nets dans le monde. C'est lié à la question des infrastructures, c'est lié à la question de l'énergie, c'est lié à la question de l'entrepreneuriat, du savoir-faire, pour transformer tout ce potentiel et transformer notre pays en puissance exportatrice. Voilà les grands défis que nous avons et nous mettons chaque jour en place, dans le cadre du dialogue que nous avons avec le secteur privé, nous mettons chaque jour en place un cadre qui permet d'accélérer ces investissements et permettre de transformer les choses. Je crois que Euraise doit être dans la salle, d'après ce que j'ai pu lire. Euraise est un exemple qui a pris ce risque en tant qu'entrepreneur pionnier dans le secteur agro-industriel, dans la transformation, dans les zones économiques spéciales, parce qu'il sait que le vrai potentiel est ici chez nous, aussi bien en termes de marché intérieur qu'en termes de potentiel d'exportation, notamment pour le bois qu'on peut transformer. Et donc, c'est ce type de risque que nous voulons, un risque pris par un groupe qui a fait ses preuves ailleurs, dans un pays qui a un potentiel plus important que ce qui a été fait dans d'autres pays. Et donc, nous voulons aller ensemble, nous voulons réussir, nous voulons protéger les bonnes initiatives, dérouler un tapis rouge aux bons porteurs de projets pour montrer que c'est possible, pour relever le défi de ceux qui ne marchent pas. Parce que nous savons qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Nous savons qu'il y a des problèmes de corruption, il y a des problèmes de lenteur administrative, il y a des problèmes de cadre réglementaire ou même légal qui n'est pas toujours facile à comprendre. Nous devons protéger les grands investissements pour faire de bons exemples, pour montrer que c'est possible, parce que nous avons tous un intérêt mutuel à ce que ça réussisse, à ce que le pays montre que quelque chose de nouveau est possible. Et nous sommes en train de le faire, comme je l'ai dit, avec Euraise et avec d'autres. Je crois que mon collègue de l'industrie a tant d'exemples à donner. Et c'est ce début, ce frémissement de la nouvelle économie congolaise que nous voulons créer, plus diversifiée, que nous voulons voir progresser. Voilà l'intérêt de cette rencontre et l'intérêt de toutes les initiatives que nous prenons. Merci. Je souhaiterais compléter ce que venaient de dire mes collègues au sujet des défis, particulièrement le secteur sont une condition nécessaire afin que l'on puisse développer, que ce soit l'agriculture, que ce soit tout autre domaine. Et je voudrais dire ici que la République démocratique du Congo rencontre le même problème que la plupart des pays africains. C'est le financement de ces infrastructures. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons une opportunité, nous avons l'occasion de faire la rencontre entre, en quelque sorte, la demande et l'offre. La demande, nous avons besoin d'infrastructures, routes, ponts, chemins de fer. Et je rappelle ici une phrase désormais devenue célèbre d'un explorateur du pays, Stanley, qui disait que sans le chemin de fer, la République démocratique du Congo ne vaut pas un penny. Il voulait faire allusion à l'immensité de notre espace national et le fait que s'il n'y a pas une interconnectivité dans ce pays, eh ben, aucun développement n'est possible. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, comme je le disais, comme les autres pays africains, se trouve en situation de déficit de financement. On s'est bien rendu compte au fil des années que la coopération au développement a montré ses limites. Aujourd'hui, c'est plutôt la coopération économique qui
est véritablement porteur du développement des pays, permettez-moi l'expression du tiers-monde, bien que je n'aime pas beaucoup cette expression. Alors, comment aujourd'hui la République démocratique du Congo compte résoudre justement ce problème? Parce que l'accès au financement classique est très difficile pour les pays africains. Et donc, nous voulons aller directement vers les investisseurs. Et aujourd'hui, nous expérimentons, je crois que tout à l'heure, mon collègue des Finances a fait allusion à cela, la loi 014, qui est une loi qui aujourd'hui sécurise, un cadre juridique qui permet de sécuriser, mais aussi un cadre incitatif pour les investissements lourds, les investissements importants, au travers de conventions de collaboration qui peuvent être conclues entre la République démocratique du Congo et des partenaires, tels que les opérateurs économiques anglais, qui, au travers de regroupements économiques, peuvent signer avec la République démocratique du Congo en apportant justement le financement, en apportant l'expertise dans différents domaines, et la RDC vous offre aujourd'hui son potentiel minier. Et donc nous allons vers ce que nous appelons des partenariats infrastructures contre ressources. Vous nous apportez des infrastructures au travers des financements que vous amenez, et nous mettons à disposition nos ressources. Et je dis, c'est une expérience qui est en cours aujourd'hui et qui va véritablement changer l'image de la République démocratique du Congo, parce que pour ceux qui suivent l'actualité du Congo, nous venons de renégocier un partenariat qui a permis à la République démocratique du Congo de trouver un financement d'à peu près 7 milliards de dollars pour ces infrastructures. Et donc, c'est ce que nous attendons aujourd'hui, des rencontres comme celle-ci, inviter des investisseurs anglais à venir en République démocratique du Congo avec leurs moyens financiers, avec leur technologie, avec leur expertise, et venir ici au Congo. Le Congo met en garantie ses potentiels miniers ou autres. Ça peut être l'agriculture, ça peut être, ressources, autres types de ressources, l'énergie, le bois, toutes ces choses que nous avons, qui ne sont pas exploitées aujourd'hui et qui ne permettent pas justement de transformer tout ce potentiel en véritable richesse pour nos populations. Donc, nous invitons justement ces partenaires, nous appelons de nos voeux ce partenariat économique qui permet que nous soyons tous gagnants-gagnants et être là au rendez-vous du donner et du recevoir. Je vous remercie. Thank you very much. I'm going to ask one more question myself, and I'm going to throw it open to questions from the floor. So if anybody's got any questions, please start thinking about them. I want to add something. Oh, okay, yes, please. Please, you go. Okay, please. Je voudrais insister sur ce que les collègues ont dit tout à l'heure, parce que dans mon introduction, j'avais déjà peint les tableaux de pourquoi est-ce qu'il faut investir en République démocratique du Congo. J'avais parlé de stabilité politique, de l'environnement juridique qui est en train d'être construit petit à petit pour vous permettre effectivement de considérer que la RDC est une des meilleures destinations en matière d'investissement. Les collègues ministres du commerce extérieur ont fait une liaison entre opportunité et capacité. C'est-à-dire, les défis dont vous parlez sont des opportunités. Et vous, les investisseurs, vous avez la capacité. Donc, si nous faisons le mariage opportunité-capacité, tous, on aboutit à un partenariat gagnant-gagnant. Parce que nos opportunités vont être transformées, la capacité que vous avez va être mise à contribution aussi. Et chacun va tirer des bénéfices ou des dividendes. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui,
nous sommes dans un environnement où tous nous voulons lutter contre le réchauffement climatique. Nous avons même suivi qu'en Europe, le Parlement européen a fait voter une disposition qui va interdire la circulation des voitures à moteur thermique d'ici 2035. Mais lorsqu'on va interdire la circulation de ces véhicules, c'est qu'on va les remplacer par des véhicules électriques. Et peut-être vous ne le savez pas, l'opportunité de trouver des solutions à ça se trouve en République démocratique du Congo. C'est ici où nous avons le lithium, c'est ici où nous avons le cobalt, c'est ici où nous avons le nickel, c'est ici où nous avons les manganèses. Une étude a été menée par Bloomberg pour montrer les degrés de compétitivité si vous voulez œuvrer dans le monde des batteries électriques. Cette étude que nous avons rendue publique en 2021 a démontré que pour investir dans la question des batteries électriques aux États-Unis, en Chine, en Pologne et en RDC, l'investissement en République démocratique du Congo coûte 3 fois moins cher que l'investissement en Chine et aux États-Unis. C'est une étude qui existe, ce n'est pas la RDC qui l'a menée. Et voilà la raison pour laquelle le président de la République a estimé que nous devrions créer une chaîne de valeur qui réunit tous les pays producteurs des minéraux stratégiques que vous appelez critiques. Et l'expérience, nous l'avons commencé avec la Zambie. Et l'entreprise, la société Arise, qui est représentée par M. Romain, il est ici, il peut s'élever. Il était ici au premier panel. C'est lui qui a mené la première étude de préfaisabilité pour la mise en place de la chaîne de valeur des batteries électriques en République démocratique du Congo. Donc c'est un exemple pour vous dire que peut-être on n'a pas ce genre de formation, ce qui fait qu'on considère la RDC non pas comme une terre d'opportunité, mais peut-être comme une terre où il n'y a que la guerre, parce que c'est ça que les gens veulent entendre. Non, je crois que les forums comme celui-ci vont nous permettre de partager avec vous tous les éléments que nous avons, toutes les études que nous avons, pour vous permettre que demain, nous puissions commencer. Parce que j'ai dit à Madame l'ambassadeur hier, avec M. John, que ma phrase célèbre, c'est que pour commencer, il faut commencer. Et donc le forum d'aujourd'hui devient le commencement du commencement. Merci bien. Thank you. I like land of opportunity as a strap line. I'd like to ask one more question myself, and I'm going to throw it open to the floor. This is a question for any of the gentlemen who'd like to answer. A slightly different type of question. I'm here for the weekend. What do I do as a tourist in DRC? What can I see in this wonderful, beautiful country? Anywhere in the country. Where would I? Is also one of the best business to develop in this country. What type of So tourism? there's so many things to do. What type of tourism? Starting in Kinshasa, you can go and see there's a long story of Kinshasa as the country was born, the city was born, etc. There are a lot of things to see, but unfortunately there's no good tourist agency here to develop that. But we can find a way for you to see something. But in the meantime, you can go and visit the bonobos, for example. You can. There's a lot of things to do. If you go to Kivu, you will see. Unfortunately, all the Congolese gorilla left to Rwanda, and now they are considered as Rwandese gorilla. But many of them are coming from Congo, from DRC. But it will change in the future. Okay, they come back. They will come back. There's a lot of things to see, but what I would say definitely is that we need to develop tourism as one of the key sectors
which will bring prosperity, bring employment to the youth, and it is a very profitable one. Excellent. Thank you so If much. I may add, I'm sorry, but I will have to leave because I have another important appointment. I don't know if there is another question for me. If not, I will ask the permission to leave. Thank you so much, sir. if I may add quickly, like my colleague, Minister of Finance said, there's a lot of opportunities in the tourism industry. Near Kinshasa, we have the Zongo Falls, for example, which is also a site for a hydropower station that produces electricity. We have numerous national parks to visit, and these are not really known because we have the issue of infrastructure that comes back again into the question, the road system to get there, the accommodation and everything. But we have also in Mwanda, right here just in the Congo Central, we have a beautiful beach that can be explored. So there's a number of things to do in this sector. But like my colleague said, it's a huge opportunity as well to invest in because it's untouched. It's very rare to find a country that has a sector that is completely untouched. Like we said at the beginning, first come, first served. Thank you. Thank you. Thank you very much. I'd like to ask any questions, please. I'd just like to emphasise that these should be questions to the panel, please. Not statements, please. But if anyone's got any questions, please raise your hand. Yes, please. One second. Oh, okay. I do speak quite loud anyway, but... Okay, be the #1 destination in the world for potential business opportunities. But in terms of the clients that we speak with, I think their primary concern is around issues to do with security and how safe are their investments going to be, whether that's, from various security issues or, even internal issues as well. And I would like to know what the honourable gentleman would have in terms of advice for any prospective investors that have those concerns. Anybody? J'ai eu l'avantage d'être gouverneur de province pendant 12 ans dans la région où il y a la guerre aujourd'hui. Ça s'appelle la province du Nord Kivu. Quand on est à l'extérieur, on a l'impression que c'est toute la République démocratique du Congo qui est en guerre. Mais je vais vous dire que la RDC, c'est 2 345 000 km². C'est 80 fois plus grand que la Belgique. La province du Nord Kivu que j'ai dirigée, c'est 59 000 km². Le Rwanda, c'est 26 000 km². La guerre se passe à Rutshuru, c'est 5 000 km². Donc, le conflit dont vous parlez se passe sur 5 000 km², sur 2 millions de kilomètres carrés. Donc, chacun peut maintenant tirer sa propre conclusion. Pour dire, est-ce qu'on doit continuer à dire que la RDC est en guerre? Donc, toute la RDC est embrasée, qu'on a peur de l'insécurité. Bien sûr, si vous voulez venir vous installer au Nord Kivu, vous avez des raisons de vous poser cette question. Mais si vous voulez vous installer au Congo central, à Kinshasa, à l'Équateur pour transformer les bois, à Kisangani, dans le Kasaï,
ça ne fait pas partie des 5000 km² où il y a la guerre. Donc, la perception par rapport à la guerre a souvent détourné les investisseurs de la mission qu'ils peuvent avoir de venir ensemble avec nous changer les paradigmes de transformation. Si on doit parler de la guerre aussi à l'Est, souvent on vous donne les motifs qui ne sont pas les vrais motifs de la guerre. Le ministre du Tourisme a évoqué le tourisme. Le Nord Kivu a un espace qui est le sanctuaire des gorilles. C'est nous qui avons le plus grand nombre de gorilles en Afrique. Mais l'un des mobiles de la guerre, c'est pour empêcher que le tourisme mondial ne soit orienté vers la République démocratique du Congo. Parce que pour voir un gorille, c'est entre 1500 $ américains et 2000 $. Et donc, si vous avez 1 million de touristes qui voient les gorilles, ça fait $1 milliard. Donc voilà pourquoi on fait la guerre à la RDC, pour empêcher que ce tourisme rapporte à la RDC ces milliards de dollars. Mais souvent on vous cite d'autres motifs qu'on évoque, FDLR, haine tribale, tout ça. J'ai voulu évoquer ça parce que je connais la problématique de la région des Grands Lacs. Et donc, mais comme ce n'est pas la thématique, aujourd'hui on parle d'investissement, j'ai fait une parenthèse pour que vous compreniez que cette question de la sécurité, le président de la République et la communauté internationale sont en train de trouver des voies de sortie de la crise à travers les mécanismes comme celui de Luanda et de Nairobi. Donc, si la carte de la République était sur l'écran, j'aurais pu donc vous montrer là où est localisée l'insécurité, ce qui ne créerait pas la peur dans les chefs de chacun de vous à venir pour que nous parlions partenariat gagnant-gagnant. Et pour terminer, c'est là où il y a beaucoup de défis que les affaires sont bonnes. Jamais les affaires ne sont bonnes là où les choses sont déjà bonnes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Les affaires sont bonnes là où il y a des défis. Donc si avec votre capacité et nos opportunités, nous nous mettons ensemble, le Royaume-Uni et la RDC vont se retrouver tous gagnants. Et si on va faire une évaluation d'ici 5 ans, vous donnerez raison qu'il fallait organiser ce forum économique pour ouvrir la porte aux investisseurs britanniques. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Vous permettez, j'aimerais rajouter quelque chose à ce sujet. J'aurais souhaité qu'on l'aborde sur un autre angle, la question de la sécurité. Je crois que c'est là où il y a des intérêts mutuels à protéger que la sécurité s'installe. Nous sommes aujourd'hui en face d'un des grands pays décideurs au niveau mondial, le Royaume-Uni. Et je suis convaincu que le jour où le Royaume-Uni aura véritablement des intérêts à protéger et à défendre en République démocratique du Congo, comme les autres grands décideurs de ce monde, que la RDC sera stable. Aujourd'hui, nous sommes quelque part abandonnés à nous-mêmes parce que, permettez-moi de vous le dire, vous n'êtes pas en RDC. Et pourtant, la RDC a un potentiel économique qui devrait attirer tout grand pays afin que la RDC soit stable, soit stabilisée et que la sécurité qui y règne puisse profiter à tous, au peuple congolais ainsi qu'aux hommes d'affaires et aux pays qui auront fait confiance en République démocratique du Congo. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut poser la question
de manière différente. Venez en RDC pour stabiliser et sécuriser la RDC. Merci. Je pense que mes collègues ont tout dit, mais cette question peut être retournée de plusieurs manières. Tout le monde sait, et les rapports au niveau mondial le disent très clairement, que le produit qui sort de la RDC par la fraude et par les biais de la guerre sont exportés vers les pays membres de l'Organisation mondiale du commerce. Et on sait d'où ces produits viennent. En réalité, on sait quelles sont leurs origines. Mais ce qu'on note, on note que les investissements les plus colossaux sont orientés dans le pays exportateur de l'insécurité en RDC. On est curieux de voir cela. Comment le pays qui est la cause de la guerre en République démocratique du Congo devient-il, aux yeux du monde, des partenaires économiques et publics extérieurs, le pays le plus attractif, alors que les ressources qui sont observées dans ces différents pays viennent de la République démocratique du Congo. Investissez en République démocratique du Congo, les pays d'origine de ces ressources. Et vous allez vous rendre compte très rapidement que vous n'avez pas besoin des investissements marginaux dans les pays qui n'ont pas de ressources, mais qui mènent la guerre des rapines en République démocratique du Congo. Venez en RDC. Une phrase pour terminer cette thématique. Quand on achète une maison, il y a deux acteurs. Les propriétaires de la maison et les commissionnaires. Alors, dans la plupart des cas, les gens perdent beaucoup de temps à traiter avec les commissionnaires. Et les commissionnaires ajoutent souvent aussi ce qu'ils doivent gagner, alors que le propriétaire avait son prix. Donc voilà pourquoi, m'adressant aux investisseurs britanniques, je voudrais leur dire que la RDC, qui est le propriétaire, il est là. Pourquoi passer par les commissionnaires? Elle est là, la RDC. Elle est à votre portée. Mais parfois, vous passez beaucoup de temps chez les commissionnaires et ça vous fait augmenter inutilement les coûts de production. Alors que le propriétaire est là, au moindre coût, il va vous offrir, prêt à vous accueillir, il vous donne le vrai prix. Voilà, c'est un peu imagé. Pour ne pas blesser les sensibilités, mais au moins on a compris. Merci bien. I think that's very good. We've got time for one last quick question. Yes, please. The microphone. Thank you. Good afternoon. My name is Laurent. So my best interest here would be to protect the Congolese government as true to this investment. Sorry, before I begin, I feel like some of us may not have the opportunity to talk because at the beginning, just a word of advice, we were never advised that there's the hearing kit. For those who are not bilingual, they may have had missed a lot of information, especially from the first panel of the authorities while presenting. So, as an advocate of my government, of my nation, my country, one thing that is ringing bells in my head is in the process of batteries making, generally, there's steps to take before accreditation and things like that. And earlier on, I think it's Roman Daniel who said there's already something being built in the Lualaba to that end.
And the biggest question would be, this investment, does it follow the national plan of development according to our authorities? Because every country has got a vision. South Africa 2030, Congo 2035. Are we following that, or are we on the rush to get what we want to prevent others from entering in that aspect? Because we've got our partners that we've been dealing with. So what is the rush? Is it according to the National Development Plan? Is this a genuine investment? Or as we say in French, c'est pour couper court à nos actionnaires ou à nos partenaires habituels? Thank you, I've said. Very good question. Je vais mettre ma question très courte. Nous avons des partenaires avec qui nous faisons les affaires généralement. Aujourd'hui, il y a un gros investissement au niveau de la République. Alors, déjà dans l'accréditation des batteries et des minéraux de la transition énergétique, il y a des procédés d'accréditation. Mais aujourd'hui, nous construisons quelque chose dans le Lualaba. La grosse question était celle de savoir, est-ce pour couper court à nos partenaires habituels ou bien c'est un investissement honnête et généreux? Parce que nous avons notre façon de faire les affaires avec ces gens-là. Et est-ce qu'on suit le plan de développement national tel qu'instauré par notre gouvernement ou est-ce que c'est quelque chose qu'on nous impose à ce stade? Merci. Qui était, il y a quelque temps, ministre d'État en charge du plan. C'est elle qui a élaboré le plan national stratégique de développement, qu'on appelle PNSD. Et ce plan national stratégique de développement met en cohérence tous les plans sectoriels des autres ministères, parmi lesquels le plan que nous avons élaboré au ministère de l'Industrie, que j'ai évoqué il y a quelque temps, à savoir le plan directeur d'industrialisation. Ce plan directeur d'industrialisation vous donne le profil économique de chaque espace et définit l'orientation industrielle à donner à chaque espace. Et c'est donc en vertu de ce plan-là que nous avons invité Arise pour nous développer effectivement cette chaîne de valeur dans la partie de l'ex-Katanga à Kolwezi, qui est la capitale du cobalt au niveau mondial. Parce que lorsqu'on va commencer à alimenter les usines de production de batteries, il faut qu'on se rassure de la chaîne d'approvisionnement. Donc on ne peut pas aller installer une unité de traitement dans un espace où la chaîne d'approvisionnement ne sera pas assurée. Donc je voudrais vraiment vous confirmer que l'installation des fabrications de batteries électriques dans le Lualaba est en cohérence avec le plan national stratégique de développement. Ce n'est pas une imposition qui nous a été faite. Donc vous pouvez vous tranquilliser parce que c'est moi qui ai en charge au niveau du gouvernement de cette question. Merci bien. Si je peux ajouter, il y a aussi une chose qu'il faut, je pense, dont il faut tenir compte, c'est l'opportunité et le timing. Aujourd'hui, on parle de la chaîne des valeurs pour la production des batteries. On l'associe à nos minéraux critiques ou stratégiques. Et ici en RDC, l'opportunité aujourd'hui, c'est qu'il est très rare de trouver toutes les composantes pour la réussite. On a parlé du changement climatique, on a parlé de la transition énergétique pour revenir au domaine de l'énergie. Aujourd'hui, en RDC, vous avez non seulement les minerais stratégiques pour opérer cette transition énergétique, mais aussi pour adresser les questions concernant le changement climatique. Et ça, c'est une question opportune aujourd'hui, parce que nous sommes tous engagés pour réduire la hausse de température du monde entier, et nous avons des objectifs qui sont liés au temps. Et donc, c'est maintenant qu'il faut le faire. En RDC, nous avons donc ces minerais stratégiques,
Mais nous avons également un potentiel énergétique vert, c'est-à-dire des énergies renouvelables, des énergies propres, un potentiel qui s'élève à plus de 100 gigawatts. Hydroélectricité, mais aussi énergie solaire, énergie éolienne et d'autres. Mais en plus de ça, nous avons le facteur de la ressource humaine. La RDC, c'est 100 millions d'habitants avec un pourcentage de jeunes très très élevé qui potentiellement peuvent travailler et justement participer à ce développement. Et donc lorsqu'on prend toutes ces composantes mises ensemble aujourd'hui, il est opportun d'investir en RDC pour son potentiel, mais aussi parce que ce potentiel répond à une question qui est importante pour le monde entier aujourd'hui. Voilà ce que je peux ajouter. Merci. Thank you. Thank you very much. I'm going to... No, I'm sorry, sir. We're out of time. I apologise. I think you can probably talk to the ministers afterwards if you have individual questions. I'm going to close the meeting now because it's the most important time of the day. It's lunchtime. Just to say, I think lunch is next door. And that we will resume back here at 1:30, please. So please, that's an hour for lunch. On your behalf, I'd like to give a very, very big thank you to the 5 honourable ministers. And I apologise my impertinence with the questions. And can we give a round of applause, please? Merci beaucoup. Nous remercions tous les panélistes. Mesdames et messieurs, nous allons marquer une pause qui nous permettra de prendre la photo de circonstance. Le protocole peut nous aider, déjà c'est déployé, pour conduire leurs excellences à la photo de famille. Alors nous prendrons, et les entreprises UK qui sont sur place sont conduites au Royaume-Uni pour le forum. Ils sont tous conviés à la photo de famille. Le protocole peut déjà s'approcher pour conduire les autorités vers le lieu prévu pour le restaurant. Leurs excellences les ministres, membres du gouvernement de la République démocratique venus du Royaume-Uni. Je récapitule, M. Lord Popap, M. John Humphrey, Son Excellence Allison, Son Excellence Dolambe, M. Romé Daniel, M. Atam Sandou, ainsi que les représentants des 28 entreprises venues du Royaume-Uni. Pour l'assistance, je vous prie de rester dans la salle. Ceux qui ne sont pas conviés à la photo de famille devront rester dans la salle en attendant. Les orientations du protocole qui va les conduire vers le lieu prévu pour la photo de famille.